Alors, comment définir la notion de folklore? C'est un sujet assez passionnant parce que le mot a une origine bien précise. Il est employé pour la première fois en 1846 sous la plume de l'anglais William Thoms, qui fait un compound, donc qui compose un nouveau mot à partir de deux racines. Folk, c'est le peuple, et lore, c'est l'ensemble des savoirs. Les savoirs du peuple, donc, milieu du 19e siècle, une origine claire du terme et pourtant des définitions innombrables depuis. Euh, un sujet et un mot assez complexe parce que quand on prononce le mot folklore en fonction du contexte, en fonction de l'époque dans laquelle on le prononce, il va avoir un sens totalement différent. Et parler de folklore aujourd'hui à un anglo-saxon, par exemple, n'est pas du tout connoté de la même manière péjorative telle que ça peut l'être en France. En France, il y a une histoire assez particulière du mot qui va où on a l'expression c'est folklorique, c'est du folklore, c'est folklore, toutes ces expressions-là très péjoratives, très dédaigneuses arrivent à partir du milieu, un petit peu avant le milieu du XXe siècle. Alors, le folklore, on sait simplement que ça désigne toujours plus ou moins il y a le même cœur dans toutes les définitions, c'est un mode de pensée, un mode de vie qui va se différencier d'un mode de pensée, d'un mode de vie dominant, d'une culture dominante. C'est très souvent là associé à la ruralité, à la vie paysanne, c'est là depuis le début dans sa définition, mais on a aussi très tôt des folkloristes qui vont se dire mais il y a un folklore ouvrier, il y a un folklore dans les villes, et peu à peu ce champ va basculer vers une ethnologie, une vraie science avec des méthodes, une discipline. Mais pourquoi on a voulu garder le mot folklore? Parce que lorsqu'on dit folklore, on fait référence justement à quelque chose qui a été un peu balbutiant, quelque chose qui était d'abord l'apanage de ce qu'on a appelé les folkloristes, c'est souvent des érudits locaux. Ça peut être un médecin, un avocat, on est au 19e siècle souvent, qui vont enquêter, collecter des choses parce qu'ils ont l'impression que des savoir-faire, des traditions, des usages, des coutumes sont en train de disparaître, sont en train au fil des générations de s'estomper et eux ont le sentiment qu'il faut préserver ces savoirs-là, cette culture-là. On peut aussi souvent le rapprocher de quelque chose de l'ordre du collectif. Le folklore n'est pas quelque chose, contrairement à l'avant-garde, et c'est ça qui va être intéressant dans l'expo, de confronter ces deux domaines. Le folklore est quelque chose qui n'est pas signé. A priori, il appartient à un groupe plutôt. Le folklore est aussi quelque chose souvent lié à l'immatériel. Ça commence par un dialecte, une langue, ça peut être des croyances, des superstitions, de la danse, de la musique. On est souvent éloigné de l'objet, qui va plus être la notion d'art populaire par exemple. Et puis, c'est beaucoup quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, qu'on ne va pas trouver dans des manuels scolaires par exemple. Le champ chronologique et géographique de cette exposition et de ce catalogue, c'est essentiellement l'Europe. Alors bien sûr, on aurait même envie de faire un deuxième volet de cette exposition sur ce que veut dire aujourd'hui la notion de folklore en Afrique, en Asie, dans différents pays, en Amérique latine également, etc. Il y a une autre exposition probablement et un autre ouvrage à faire. Néanmoins, pour cette première enquête, cette première exploration, on s'est concentré sur l'Europe. Pourquoi? Parce que ce terme est fondamentalement européen. Il est même presque créé en opposition à une ethnologie qui irait vers l'ailleurs, qui passerait par un voyage vers le lointain. Euh, le champ chronologique ensuite, bien, il est assez facilement délimité par le mot de folklore là aussi et l'histoire de la notion, puisque c'est une notion qui naît à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle. C'est vrai qu'on aurait pu remonter un peu plus tôt. Le catalogue de l'exposition remonte un peu plus tôt que l'exposition elle-même, avec certains essais qui vont nous parler du lien entre les artistes du 19e siècle et le folklore. Mais dans l'exposition a lieu au Centre Pompidou-Metz, elle aura lieu ensuite au Mucem, et le Centre Pompidou-Metz a une particularité, c'est que, comme le Centre Pompidou à Paris, il s'occupe d'art moderne et d'art contemporain. On a donc choisi de commencer l'exposition au moment des prémices de l'art moderne, on est vers 1890, avec notamment le cas de la Bretagne et des artistes comme Paul Sérusier, Paul Gauguin, Maurice Denis, qui vont chercher quelque chose justement de ce folklore breton. L'exposition, il était pour nous important de la faire dans ce contexte actuel, l'Europe de 2020. Je dis l'Europe parce que c'est intéressant que ce soit une exposition au Centre Pompidou-Metz,
qui est un musée qui s'est installé il y a une dizaine d'années à la fois dans un territoire précis qui est la Lorraine et en même temps au cœur de l'Europe avec des frontières tout autour. Et le MUSEM est aussi un musée qui s'est installé en dehors de Paris il y a un petit peu moins de 10 ans, qui est lui aussi au cœur du bassin provençal et en même temps ouvert sur la Méditerranée. Donc il y a ce rapport entre une région précise et une ouverture à quelque chose de beaucoup plus large, c'est aussi ce qu'on défend dans l'exposition. Le folklore a été très souvent défini par son caractère très local, un particularisme qu'il faudrait défendre par rapport aux voisins. On va voir très vite que les artistes, quand ils s'intéressent au folklore, ils ne s'y intéressent pas pour cette raison. En tout cas, dans l'exposition, on a vraiment des cas, puisque l'exposition procède beaucoup par étude de cas. On va voir comment Kandinsky et le folklore de la Russie ou de la Bavière va marquer l'œuvre. On va voir comment chez Brancusi, l'art du bois en Roumanie va le marquer, comment la Bretagne va marquer Sérusier, Gauguin, etc. Ces exemples-là, ils sont donc peu à peu, plus on avance dans le temps notamment, plus on va se rendre compte que ces artistes ne cherchent pas à aller dans ces régions simplement pour y défendre quelque chose d'identitaire. Ils vont au contraire y chercher plutôt quelque chose de l'ordre de l'universel. D'ailleurs, souvent les mêmes artistes explorent différentes régions, différentes communautés, presque à la manière des folkloristes, justement, avec empirisme et poésie, vont aller puiser quelque chose qui va servir leur art, qui va servir à renouveler le langage de l'art, mais ils vont voir ça avec un regard extrêmement ouvert. Ils vont aussi y voir parfois un vivier de forme, un répertoire dans lequel on pourrait puiser pour justement renouveler ce langage de l'art en dehors des conventions, en dehors de l'académisme. Et ils n'ont pas du tout ces a priori idéologiques ou politiques. Alors bien sûr, le folklore, lui, par contre, quand on emploie ce mot, et on a volontairement voulu prendre ce mot, le folklore avec tout ce qu'il peut avoir de provoquant aussi, parce qu'effectivement, le folklore, et c'est impossible de nier ça, a toute une partie dans sa définition même liée à des récupérations idéologiques, et pour prendre le cas de la France, mais à l'époque, tous les nationalismes le font, dans les années 40, évidemment, c'est Vichy. C'est Vichy et le maréchal Pétain qui vont totalement utiliser le folklore, parfois des artistes, puisqu'il va même demander à des artistes et des artisans de travailler pour sa propagande en recyclant, en renouvelant des folklores. Néanmoins, quand on aborde ce sujet-là dans l'exposition, on va aussi le confronter à ce que des artistes aujourd'hui peuvent trouver comme terreau critique, subversif, notamment sur une autre dérive du folklore qui est la question de l'authenticité. On a l'impression, et c'est souvent défendu par les régionalistes, par les nationalistes, que quand on est face au folklore, on est face à quelque chose de vrai, d'authentique. C'est des mots qui sortent souvent dans ces discours-là. Pour autant, le folklore, c'est assumé à peu près dès sa création par une partie de ceux qui le font même, a une part très figée, très stéréotypée, et la notion de fiction est très présente. Les premiers folkloristes vont devoir fixer les choses, vont devoir tirer un peu, forcer un peu les traits. Il va falloir dire que le costume de l'Arlésienne, le costume de la Niçoise, le costume de l'Alsacienne ressemble à ça et pas à ça, et on va tout d'un coup figer les choses. Et puis en même temps, ces costumes, si on prend une échelle un peu plus européenne, on se rend compte qu'ils sont très souvent inventés. Le costume ou inventé à partir de fragments, de bribes, de choses que l'on peut prélever, constater, collecter. Mais ensuite, il va falloir trouver une icône, un stéréotype. Et on a un artiste dans l'exposition qui est albanais, qui s'appelle Hendri Dani, qui fait une action assez belle dans une vidéo. Il prend du papier de verre, des petites statuettes typiques d'albanaises en costume, il vient les poncer pour enlever le costume et il ne reste plus que les silhouettes de ces hommes et de ces femmes et la terre cuite qui est cette terre albanaise, mais le costume n'était lui que fiction et l'artiste l'efface peu à peu. Ce qui est très beau aussi, c'est de voir que beaucoup d'artistes, notamment après-guerre, vont aller puiser dans le folklore cette idée de racine commune de l'humanité. Il y a l'idée de vouloir guérir un peu cette civilisation meurtrie par les désastres de la guerre, et des artistes comme Joseph Beuys ou le mouvement Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, avec Asger Jorn, Constant, notamment Karel Appel, vont essayer de se nourrir de ces folklores profondément enfouis dans la civilisation et dans toutes les civilisations, et vont essayer d'y trouver
Les surréalistes d'ailleurs trouvent un nom à ça, vont essayer d'y trouver la conscience poétique du monde, qui relie vraiment tous les hommes. Là, il y a un message extrêmement positif, très très loin du message qui a pu être véhiculé aussi par le folklore lorsqu'il est récupéré par des discours identitaires ou des discours nationalistes. Cette exposition et ce livre cherchent à montrer ce qui peut relier à certains moments, pour simplifier, tradition et modernité. Deux notions qu'en apparence tout oppose, hein, et généralement on parle de la modernité comme l'idée d'une table rase du passé, un moment où il faut détruire le père, alors que de l'autre côté la tradition c'est l'idée d'une transmission de génération en génération. Et ces oppositions, on voit très tôt qu'elles sont battues en brèche par certains artistes, et des grands pionniers de la modernité vont complètement se nourrir de ça. Il y a des phrases très belles, quand on pense à Paul Gauguin en Bretagne, Paul Gauguin dit « J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif », et il ajoute que lorsqu'il met ses sabots et lorsqu'il entend, alors Gauguin sculpte ses propres sabots, comme tous les artistes, on a dans l'exposition la paire de sabots sculptée par Émile Bernard, par exemple, en Bretagne, et Gauguin dit « Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » Il y a cette idée d'une adéquation entre ce mode de pensée, ce mode de vie très différent de la culture urbaine, de l'éducation, de l'académisme, de l'éducation artistique aussi que l'on procure aux jeunes artistes et dans les milieux intellectuels à l'époque. Il y a vraiment cette idée d'aller se renouveler en allant puiser quelque chose de l'ordre du neuf. On trouve une citation très parallèle chez Vassili Kandinsky, grand pionnier de l'art abstrait. Et on est quasiment à la même année, la même époque que les voyages de Gauguin en Bretagne, quand Kandinsky, jeune étudiant en droit et en économie, est envoyé il prend part à une mission ethnographique en Vologda, une province au nord de la Russie. Et cette première carrière d'ethnographe ou d'apprenti ethnographe de Kandinsky est assez méconnue. Pourtant, lui va dire aussi que la Vologda, c'est une région connue pour ses maisons peintes avec une profusion de décors sculptés très colorés. Et il va parler de maison magique et il va dire c'est à travers ces impressions et non autrement que prit corps en moi le but que je cherchais pour mon art personnel. Le but que Kandinsky cherche pour son art personnel, on sait où ça mènera à cette rupture de l'abstraction dans l'histoire de la peinture au XXe siècle. Et Kandinsky va effectivement, pendant les années 1900-1910, être totalement fasciné par cet univers de la vieille Russie avec ses traditions païennes mais aussi orthodoxes. Il va beaucoup collectionner des objets d'art populaire russe, il va collectionner les estampes russes et il va lui-même produire des images de cette Russie fantasmée, de cette Russie de costumes, d'instruments de musique, de coiffes, mais aussi de monstres, de sorcières, de créatures fantastiques. Et c'est ça qui va nourrir totalement son univers. Les exemples peuvent être nombreux, mais on peut encore citer Constantin Brancusi ou Brancouche, grand sculpteur de la modernité qui montre ses œuvres à Paris, à New York, et qui pourtant n'oubliera jamais d'où il vient, cette tradition du bois de l'Olteni, sa région natale en Roumanie. Alors bien sûr, il crée une synthèse incroyable entre l'art africain, cette tradition du bois en Roumanie, l'art égyptien par exemple, c'est vraiment un esprit créatif incroyable qui va synthétiser toutes ces formes-là. Pour lui, le folklore est une sorte de machine à voyager dans le temps. Et il dira, quand on lui demande comment on peut le classer, il dit « Moi, avec mon nouveau, je viens de quelque part de très très ancien ». Il y a cette idée de traverser le temps à partir du folklore. Et quand on regarde La Colonne sans fin, une œuvre emblématique de Brancusi, qui a fait scandale par sa modernité, sa radicalité, et bien Brancusi, lorsqu'il en montre une version monumentale, lorsqu'il en installe une version monumentale en Roumanie en 1937 à Targugiu, il dit en fait ce qui a fait scandale à Paris et à New York fait un peu rire ou laisse sans voix les paysans ici parce que ces motifs des chevrons, des losanges qui se répètent à l'infini, de ce lien entre le cosmos, la nature et le ciel et la terre, eh bien il est très présent dans les porches des fermes, dans les petites cuillères en bois, dans les quenouilles et dans cette tradition du bois sculpté. Le folklore se définit en effet en partie par cette immatérialité, quelque chose qui échappe à l'objet, à la réification et qui est vraiment dans le domaine du rituel par exemple, de la coutume, de la croyance, de la superstition, mais aussi bien sûr de la danse, de la musique. Les contes, les légendes font partie du folklore. Alors comment mettre tout ça au musée?
ça a été la question que se sont posées les folkloristes. Et donc nous, dans l'exposition, comment montrer cette part immatérielle du folklore, on montre surtout comment les folkloristes ont, eux, essayé, et certains artistes, c'est d'ailleurs un point commun entre les artistes et les folkloristes, ce désir de capter quelque chose du vivant, de l'immatériel, et de réussir à lui faire entrer au musée. Alors, il y a un cas assez emblématique dans l'exposition d'un folkloriste qui s'appelle Lionel Bonnemer, qui, au tout début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, va mener une grande enquête sur les superstitions et notamment les amulettes de protection, un peu partout en Europe, beaucoup en France. Et il y a un objet assez symbolique dans l'exposition. C'est un petit flacon minuscule dans lequel il y a quelques noyaux de cerises. Et en fait, on apprend que Lionel Bonnemer, dans cette quête des amulettes, des croyances, des superstitions, en 1900, va en Bretagne et dans un petit village isolé, il se fait raconter l'histoire que anciennement ici il y a une tradition pour éviter la consanguinité, puisque c'est un hameau très isolé des autres villages. On a ce rituel, les jeunes filles en âge de se marier descendent dans un grand carrefour en bas du hameau où il y a un grand cerisier, récupèrent quelques noyaux au sol, les jettent en l'air avec une petite ritournelle, pépin par-ci, pépin par-là. Et là où les pépins tombent, en fait, ça indique le chemin à prendre. Et la façon dont les pépins tombent indique le chemin à prendre pour trouver un homme à marier. Lionel Bonnemer se dit, mais cette croyance propre à ce village ici, il n'y a que les grands-mères qui s'en souviennent, on va la perdre, et pourtant ça fait partie du patrimoine, il va falloir capter ces choses-là. Et donc il se rend au carrefour en question, il ramasse quelques noyaux de cerises, il raconte cette petite histoire, et il envoie tout ça, son carnet, son petit flacon avec ses noyaux de cerises, à ce qui s'appellera quelques années plus tard le Musée national des arts et traditions populaires, qui n'existait pas encore à l'époque. Et aujourd'hui encore, ces petits noyaux de cerises sont religieusement conservés par le MUSEM, puisque le MUSEM a hérité de ses collections. Et ça nous montre bien à quel point il y a cette idée vraiment de capter quelque chose du vivant de différentes manières. On a aussi dans les collections du MUSEM des boîtes à fiches avec toutes les variantes possibles, des contes selon les villages, comment telle ou telle histoire varie, la fin change, le personnage change, etc. Bien sûr, la musique, on a tenté de la capter aussi. Le premier objet à rentrer dans les collections françaises du musée d'ethnographie du Trocadéro, c'est un tambour du meneur du carnaval. Donc on a vraiment toujours eu cette idée de capter l'immatériel, de l'amener au musée. C'est évidemment des sujets assez passionnants. Ça va amener aussi à des muséographies tout à fait révolutionnaires, comme celle de Georges-Henri Rivière, lorsque justement il ouvre ce musée national des arts et traditions populaires dans les années 70. Il instaure cette muséographie dite au fil de nylon, où les mannequins ont disparu, on a simplement l'objet suspendu sur un fond noir par ces fils de nylon, ce qui donne un aspect extrêmement fantomatique et qui va aussi beaucoup marquer des générations d'artistes plus proches de nous. L'exposition Folklore est une exposition que nous avons conçue au Centre Pompidou-Metz et au MUSEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je suis l'un des commissaires de cette exposition avec Marie-Charlotte Calafa, qui est conservatrice au MUSEM. L'exposition est visible jusqu'au 4 octobre au Centre Pompidou-Metz et elle sera ensuite présentée à Marseille du 4 novembre au 21 février 2021.